Bien, mes chers collègues, bienvenue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je voudrais, avant d'ouvrir cette séance, saluer l'arrivée de Jean-Marc Delia, sénateur des Alpes-Maritimes. Je vais lui demander de se lever pour que chacun le voie, donc qui remplace Philippe Tabarot, qui est entré au gouvernement comme ministre des Transports. Bienvenue, chers collègues, parmi nous dans cette commission d'aménagement du territoire et du développement durable. Mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier la question de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs. Comme vous le savez, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 a transposé en droit national le principe européen d'ouverture à la concurrence. Ce texte a transformé la SNCF, organisée en plusieurs entités, dont le gestionnaire du réseau ferré national, SNCF Réseau, et l'opérateur ferroviaire SNCF Voyageurs. Trois types sont concernés par l'ouverture à la concurrence. Les lignes à grande vitesse dans le cadre des services librement organisés, les trains d'équilibre des territoires, c'est-à-dire les intercités, dont l'État est l'autorité organisatrice, les lignes Transilien et le transport express régional, dont les régions sont l'autorité organisatrice. Depuis décembre 2019, les autorités organisatrices, État et régions, peuvent lancer des appels d'offres pour leurs marchés conventionnés. Transdev commencera ainsi sous peu l'exploitation des TER entre Marseille et Nice, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis décembre 2020, les lignes à grande vitesse sont accessibles dans le cadre d'un service librement organisé. Depuis décembre 2023, les AOM, États-régions, ont l'obligation de lancer des appels d'offres pour l'exploitation de lignes dans un délai maximum de 10 ans. Toutes les lignes TER et de TET seront donc ouvertes à la concurrence d'ici 2033. Un très grand nombre d'appels d'offres sont en train d'être lancés. Nous sommes à un moment charnière de ce processus. Afin d'aborder ces questions, nous recevons aujourd'hui des représentants de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs. Monsieur Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs, Marco Caposuiti, président de Trenitalia France, Alix Lecadre, directrice ferroviaire du groupe Transdev, et Paloma Baena, directrice générale de stratégie globale. Je troque maintenant ma casquette de président pour celle de rapporteur, afin de vous poser des questions liminaires. Il est aujourd'hui opportun de tirer un bilan d'étape de l'ouverture à la concurrence. Pour l'autorité de régulation des transports, la concurrence a trois vertus principales. Elle favorise une baisse des coûts des entreprises ferroviaires, la pression concurrentielle incitant les entreprises ferroviaires à rationaliser leurs coûts pour protéger leur rentabilité face aux acteurs les plus innovants ou les plus efficaces. Elle amène une amélioration de la qualité de service et une diversification de l'offre. Elle entraîne une hausse de la fréquentation et par suite des revenus du gestionnaire d'infrastructure permettant d'améliorer la qualité du réseau et partant celle de l'offre. Or, ces avantages peinent encore à se matérialiser. L'opérateur historique exerce encore un quasi-monopole de fait sur le SLO, à quelques exceptions, parmi lesquelles l'axe Paris-Lyon. Pour le transport conventionné, il me paraît également opportun de réaliser un premier retour d'expérience pour les préparatifs de l'exploitation de la ligne Nice-Marseille par Transdev. Mes deux premières questions concernent donc ces deux segments. Quelle transformation a permis l'arrivée de Trenitalia sur le segment Paris-Lyon? Quelles leçons tirées des préparatifs de l'exploitation de la ligne Marseille-Nice par Transdev? En particulier, comment se déroulent les transferts de personnel? Cette situation montre qu'il subsiste encore de nombreux freins au fonctionnement de l'ouverture à la concurrence, qui seront le thème de ma deuxième série de questions. Le premier d'entre eux, en quelque sorte, l'éléphant dans la pièce, est le niveau des péages ferroviaires, qui sont les plus élevés d'Europe, selon l'Association française du rail, qui fédère les opérateurs alternatifs. Cette tarification élevée représente un frein réel au développement de nouveaux services et plus généralement au développement du ferroviaire. L'augmentation des coûts d'accès impacte directement la rentabilité et la compétitivité des services, rendant l'ouverture à la concurrence plus difficile.
Quel regard portez-vous sur le niveau des péages ferroviaires? Vous semble-t-il possible que leur diminution puisse amener une hausse des recettes liées à une hausse des circulations? Comment dupliquer l'exemple italien? La saturation des capacités de production de matériel roulant en Bertel, ce scénario pour les prochaines années. Cette question de la pénurie de matériel roulant interroge également la capacité de SNCF Voyageurs à optimiser son utilisation. Les rames TER de SNCF Voyageurs parcourent nettement moins de kilomètres que la moyenne européenne. J'ai donc une question à l'attention de vous-même, Monsieur Fanichet. Comment cette situation s'explique-t-elle et comment y remédier? Serait-il pertinent de transférer la propriété de certaines rames à une entreprise de location de matériel roulant? Par ailleurs, comment expliquer la diminution du nombre de rames de TGV de SNCF Voyageurs depuis 10 ans, en contradiction avec la hausse de la demande? Le troisième frein à l'ouverture à la concurrence est le mauvais état de l'infrastructure ferroviaire française et le niveau de service médiocre rendu par le gestionnaire d'infrastructure. Notre commission s'est exprimée à de nombreuses reprises sur l'insuffisance du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau et sur le sous-financement du réseau. La lenteur de sa modernisation, notamment concernant la commande centralisée du réseau et le système européen de signalisation, sont également problématiques. En quoi cette situation rend-elle plus difficile l'ouverture à la concurrence? Le gestionnaire d'infrastructure est amené à fermer certains segments de la circulation afin d'effectuer des travaux, afin de réduire ses coûts d'intervention. Il programme des plages de fermeture plus longues sans prendre en compte les besoins des opérateurs. Comment, selon vous, le gestionnaire d'infrastructure pourra-t-il mieux s'adapter à leur demande? Un dernier frein à ce processus de concurrence effective concerne le TER. Comme le souligne la RT, la réussite de l'ouverture à la concurrence repose notamment sur le fait que plusieurs opérateurs soumettent des propositions solides lors d'appels d'offres TER des régions et se positionnent en cela comme des concurrents crédibles de SNCF Voyageurs. Or, à part Transdev, aucun opérateur alternatif n'a remporté d'appel d'offres pour le moment. Les procédures sont-elles en effet lourdes, coûteuses et fréquentes? Compte tenu du nombre élevé d'appels d'offres dans les prochaines années, il est probable que dans de nombreux cas, SNCF Voyageurs soit le seul candidat crédible à se lancer dans la procédure. Quelles seraient les solutions pour éviter ces difficultés et rendre effective l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné? J'en viens maintenant aux nouveaux défis que pose l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Lors de l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018, notre commission s'était inquiétée des conséquences de l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse pour l'aménagement du territoire. En effet, la SNCF assure des liaisons rentables, mais également des liaisons déficitaires, entre lesquelles existe une forme de péréquation économique. C'est une forme implicite de mission de service public. L'ouverture à la concurrence menace ce modèle et pourrait amener à une fermeture de certaines lignes, sauf à ce que l'État les soutienne financièrement. Cette dernière solution ne me paraît pas opportune. Les lignes rentables seraient privatisées et les moins rentables à la charge du contribuable. Face à ces risques, notre commission avait décidé en 2018 à l'unanimité d'introduire dans la loi la possibilité pour l'État de conclure des contrats de service public pour l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Ces services peuvent comprendre des services rentables et des services ne couvrant pas leurs coûts afin d'assurer une forme de péréquation à l'intérieur des lots privatisés. Pensez-vous qu'il soit opportun de déroger au principe d'open access du SLO afin de prévoir l'attribution de sillons par lot comprenant des dessertes plus ou moins rentables? De façon alternative ou complémentaire, SNCF Réseau pourrait-elle moduler le tarif des péages ferroviaires en allant éventuellement jusqu'à un niveau supérieur au coût total du service sur les lignes les plus rentables, afin de diminuer leur niveau sur les lignes jouant un rôle d'aménagement du territoire moins attractif? J'en viens à ma dernière question qui porte sur l'expérience des usagers. L'ouverture à la concurrence ne doit pas mener à une complexification du parcours du voyageur. Or, la réservation des billets qui s'effectue généralement sur l'application SNCF Connect conduit inévitablement à invisibilité l'offre des opérateurs alternatifs. Comment permettre aux voyageurs, notamment en cas de voyage avec correspondance, de prendre des billets au meilleur tarif et en prenant en compte les réductions dont ils bénéficient sans utiliser de multiples plateformes nationales et plateformes régionales?
Comment également résoudre les difficultés posées par des retards et ruptures de correspondance entre trains et compagnies différentes? J'ai été suffisamment long pour vous laisser la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour échanger sur le sujet de la concurrence. Je crois, Monsieur le Président, que c'est la première fois depuis le vote de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, dont vous avez rappelé qu'il était de 2018, que nous avons l'occasion de rendre compte spécifiquement de ce sujet devant la représentation nationale et devant votre commission en particulier. Je vous en remercie parce que c'est pour nous une opportunité de développer plusieurs des sujets que vous avez déjà évoqués. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, la SA SNCF Voyageurs a été créée par le législateur à travers la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Elle a commencé ses opérations le 1er janvier 2020 au sein du nouveau groupe public unifié SNCF et célèbre cette année d'ailleurs ses 5 ans. Je représente donc aujourd'hui une entreprise publique assez jeune, 5 ans, détenue à 100% par le groupe SNCF, à laquelle on a confié la tâche de réussir la transition entre l'ex-monopole historique que vous avez relevé, Monsieur le Président, et l'ouverture à la concurrence des marchés dans le cadre fixé par la loi. Nous avons collectivement une grande chance pour faire cette transition. D'abord parce qu'elle arrive à un moment de croissance où les Français ont exprimé leur envie de train. Que ce soit pour les transports conventionnés ou pour la grande vitesse commerciale, nous enregistrons une dynamique de croissance de tous les trafics. Grâce, et je tenais à le souligner devant vous, aux politiques des conseils régionaux, d'Île-de-France Mobilité ou de l'État pour les trains d'équilibre du territoire. Quelques chiffres sur ces croissances de trafic, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Le TER a enregistré 10% de fréquentation supplémentaire en 2024 et 33% de voyageurs supplémentaires en 5 ans. En Île-de-France, nous avons transporté 10% de voyageurs supplémentaires en 2024 par rapport à 2023, certes tirés par les Jeux Olympiques, mais aujourd'hui, cette croissance de trafic se poursuit. Et enfin, sur la longue distance, qu'elle soit conventionnée avec les trains d'équilibre du territoire ou intercités, c'est 8% de voyageurs supplémentaires en 2024 par rapport à 2023 et 35% de voyageurs supplémentaires sur les trains d'équilibre du territoire en 5 ans, avec 40 destinations nouvelles en train de jour et en train de nuit qui a été redéveloppé sous l'impulsion de l'État. Et enfin, à la grande vitesse, le TGV a transporté l'an dernier 126 millions de voyageurs en 2024, soit 4,5% de plus que l'année d'avant et 14% en 5 ans. Donc chaque jour, notre entreprise SNCF Voyageurs transporte 5 millions de voyageurs, soit l'équivalent de près de 8% de la population nationale. Grâce tout simplement à ces 65 000 cheminotes et cheminots, je le dis car cela s'ajoute à un dialogue social qui, dans la période, a été apaisée. Je sais que c'est une idée reçue et qu'elle a la vie dure, mais c'est pourtant une réalité tangible. Et je le dis d'autant plus à un moment où le monopole historique a laissé la place à une activité concurrentielle. Notre activité, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, se divise en 2 catégories qui évoluent désormais dans la concurrence, mais dans un cadre très différent. Je vais commencer par le plus important, le nombre de voyageurs que nous transportons. 90% des voyageurs que SNCF Voyageurs transporte, ce sont des voyageurs du quotidien. Ce sont des délégations de services publics organisées et financées par les régions et par l'État. 2 chiffres. Le transport conventionné représente l'immense majorité, 4,5 millions de voyageurs. Et ce sont les conseils régionaux qui participent avec l'État au coût du service public, puisque, je le repartage avec vous, aujourd'hui un voyageur du quotidien paye 1/4 de son transport et c'est la collectivité qui en paye 3/4. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur un de nos concurrents majeurs, la route, puisque la route est payée 100% par le contribuable. La concurrence dans le conventionné, vous l'avez rappelé, on en est à ses tout premiers pas. Mais il me semble que le premier bilan que nous pouvons en faire, c'est que les choses ont plutôt bien fonctionné dans ces premiers pas. Sur les 8 premiers appels d'offres, 5 ont été remportés par SNCF Voyageurs, autrement dit 3 ont été attribués à d'autres opérateurs, Transdev avec NGE ou la RATP. C'est la preuve que ces premiers appels d'offres ont permis une véritable compétition entre les différents opérateurs vers plus de qualité pour les voyageurs et moins de coûts pour les autorités organisatrices. Cela confirme également que nous avons su mener chez SNCF Voyageurs le travail de fond indispensable et de transformation nécessaire pour répondre aux exigences de ce nouveau contexte concurrentiel. Les 3 premières sociétés dédiées, qui sont le résultat des appels d'offres des régions, sont aujourd'hui en exploitation, fonctionnent depuis le 15 décembre, aussi bien en région Sud, en région Pays de Loire ou en Hauts-de-France. Pour autant, je sais que cette évolution souligne d'importants enjeux, en particulier celui de la qualité de service et la fluidité du parcours client
que vous avez relevés, Monsieur le Président. Sur le premier point, je veux dire ici que l'ouverture à la concurrence ne va pas changer les fondamentaux de la qualité de service auxquels nous sommes très attachés. Je pense notamment à la robustesse de nos plans de transport, à l'amélioration des taux de disponibilité de nos matériels roulants. Les résultats sont là. Pour les TER, par exemple, la qualité de service de TER a nettement augmenté ces dernières années. Et si on regarde le dernier chiffre de 2024, la régularité des trains de 91,6% de trains qui arrivent à l'heure à 5 minutes, alors qu'en parallèle, nous avons eu une augmentation de 10% de nos voyageurs sur la seule année 2024. Nous sommes parvenus à cette performance en diminuant fortement le poids des causes d'irrégularité qui nous sont imputables, les causes externes, celles qui ne sont pas sous l'autorité de l'opérateur que je suis aujourd'hui, continuent à peser fortement et représentent 2/3 des causes d'irrégularité des trains. Sur le long terme, il faut être clair, la concurrence ne pourra pas améliorer à elle seule la qualité de service. Seuls les investissements dans l'infrastructure, et vous l'avez relevé, Monsieur le Président, le gestionnaire d'infrastructure doit avoir plus de moyens pour améliorer le réseau et le matériel roulant permettent ces améliorations durables. Pour le reste, je sais qu'il y a parfois des débats et des interrogations sur la manière dont l'ouverture de la concurrence se déroule concrètement. De mon point de vue, et je m'appuie en cela aux enseignements des années écoulées, les garde-fous et dispositifs mis en place par le législateur permettent aujourd'hui de garantir l'égalité entre les candidats aux appels d'offres. Quant au calendrier des appels d'offres, j'entends ici ou là que ça ne va pas assez vite. Il appartient aux autorités organisatrices de fixer les calendriers. Les opérateurs ici rassemblés, avec mes trois collègues, sommes là pour y répondre dans les calendriers qui sont les leurs. Il n'y a selon moi pas de barrière à l'entrée, car j'observe que SNCF Voyageurs et ses principaux concurrents ici présents sont des grandes entreprises. Nous avons tous entre 60, 70 000 ou 100 000 collaborateurs. Ce n'est pas des petites entreprises qui concourent à ces appels d'offres, et c'est tant mieux pour la concurrence. Le deuxième secteur, c'est celui de, vous l'avez relevé, du service librement organisé, qu'on pourrait appeler de façon plus générale le TGV. La grande vitesse pour SNCF Voyageurs, c'est 230 gares desservies directement et qui permettent plus de 3000 combinaisons sur toute la France. Je dirais que c'est unique en Europe et de même dans le monde. On le doit à la place du TGV dans le cœur des Français, qui le voit comme un instrument indispensable au développement économique et territorial depuis sa naissance. Il y a un peu plus maintenant de 40 ans. Nous pouvons en être fiers. La prospérité de la grande vitesse en France est une nécessité à laquelle SNCF Voyageurs est véritablement attaché. C'est dans son ADN. Et je tiens donc à saluer ici l'arrivée des nouveaux opérateurs qui permettront de proposer plus de trains, car, je l'ai dit dans mon propos introductif, les Français en ont envie. Il y a aujourd'hui 3 opérateurs en concurrence sur le réseau à grande vitesse, tous ici présents. Il y en aura au moins 3 autres dans les prochaines années, que ce soit Le Train, Kevin Speed ou Proxima. C'est donc la preuve que le réseau national est bien ouvert, accessible à la concurrence et qu'il est très attractif. Si on peut se réjouir de l'arrivée des nouveaux opérateurs sur le marché, cette évolution soulève un défi important sur l'avenir du modèle de desserte à grande vitesse de notre pays. En effet, il y a 2 différences de taille entre la desserte à grande vitesse et la desserte conventionnée. Le TGV est un service commercial qui ne reçoit aucune subvention publique. Cela emporte 2 conséquences. 100% du coût du service est payé par les voyageurs et l'activité doit donc être rentable pour l'opérateur. La desserte à grande vitesse est en accès libre et sans autorité organisatrice. Autrement dit, chaque entreprise fixe sa politique commerciale et sa politique de desserte. Vous le savez, SNCF Voyageurs, en tant qu'héritier de l'exponopole historique, assure aujourd'hui des dessertes d'aménagement du territoire. Nous y sommes attachés, car ce sera toujours pour SNCF Voyageurs avec les territoires et pas SNCF Voyageurs contre les territoires. Mais le modèle économique de TGV reposait sur une compensation qu'on a appelée péréquation entre ces dessertes fragiles économiquement et les dessertes plus rentables. La soutenabilité économique de cette péréquation est réinterrogée par l'essor de la concurrence, car nos concurrents se positionnent sur seules les dessertes profitables. C'est compréhensible, mais cela pose le débat de la soutenabilité du modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Car si je prends l'exemple du Paris-Lyon, SNCF Voyageurs est la seule à s'arrêter au Creusot. La question sera identique sur Paris-Bordeaux. SNCF Voyageurs sera-t-elle la seule à s'arrêter à Poitiers ou Angoulême et à continuer vers la côte basque? Il est donc essentiel que SNCF Voyageurs et son activité TGV puissent se battre à armes égales avec ses concurrents nouveaux entrants. Ces questions doivent être traitées avec une vision pragmatique et dès aujourd'hui, au moment où le marché s'ouvre et qu'une première répartition de capacité est effectuée cette année avec les premiers accords cadres signés avec SNCF Réseau. Notre volonté est que le ferroviaire à grande vitesse puisse continuer durablement à l'aménagement du territoire dans le cadre défini et identique pour l'ensemble des opérateurs. Voilà, Monsieur le Président, les propos introductifs que je voulais pour éclairer vos premières questions.
Merci, Monsieur Fenichet. Je vais donner la parole à Monsieur Capocciuti. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Trenitalia France et donner quelques chiffres sur notre activité. Trenitalia France est une filiale des droits français de l'opérateur historique italien FS Group et qui a 80 000 employés in Italie et dans l'Europe et est présente en France sur le marché grande vitesse depuis décembre 2021. Aujourd'hui, Trenitalia France opère avec 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon, avec les prolongements à Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne pour les week-ends. Et à compter du 1er avril, grâce à la réouverture de la ligne del Fréjus après l'éboulement de la Maurienne, Trenitalia France fera 2 allers-retours quotidiens entre Paris et Milan. Et cette réouverture pour nous est très importante et je veux souligner qu'en ce service, Trenitalia France desservira aussi les gares de Lyon, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, côté français, et Oulx et Touran, côté italien, pour assurer une connexion entre les grandes villes comme Paris, Lyon, Touran et Milan, mais aussi une connexion avec les territoires. Et à compter du 15 juin, Trenitalia France lancera 4 allers-retours quotidiens entre Paris et Marseille, avec les arrêts aussi à Lyon-Saint-Exupéry, Aix-en-Provence et Avignon. Et donc, aussi, de cette façon, je veux souligner comme la stratégie de Trenitalia France est de faire les services entre Paris et le sud de la France et vers l'Italie, et avec un équilibre entre les grandes villes et les desserts des territoires. Et en cette façon, nous desservirons les gares d'Aix-en-Provence et Avignon. Et une autre importante chose à souligner sur notre offre est la gare de Lyon, la ville de Lyon, qui sera desservie par 3 gares, Lyon-Part-Dieu, Lyon-Perrache et Lyon-Saint-Exupéry. Donc, c'était notre proposition d'offre. La stratégie de Trenitalia France est d'être sur les marchés français comme un opérateur alternatif à SNCF. Plus que concurrence, notre idée est d'être un opérateur complémentaire et l'objectif est d'augmenter les marchés ferroviaires français. Quelques chiffres après 3 années d'exploitation. Nous avons eu une croissance des nombres de voyageurs sur la ligne Paris-Lyon et donc c'est une chose très importante parce qu'il montre que la présence de notre opérateur est positive pour l'augmentation totale des nombres de voyageurs. Donc nous avons eu plus de 10% des passagers transportés sur la ligne Paris-Lyon par Trenitalia qui n'avaient jamais recours au train pour se déplacer sur ces trajets. Une autre importante chose que je veux souligner, Trenitalia France a l'intention de porter en France l'expérience maturée en Italie dans le secteur de la concurrence. Le marché italien est ouvert à la concurrence depuis 2012 et notre expérience est que l'ouverture à la concurrence a montré plus de voyageurs transportés, plus de fréquences de train, baisse des prix et aussi plus gares desservies. Quelques chiffres, en Italie, en 2012, les gares desservies par les services grande vitesse des trains italiens étaient 52. Aujourd'hui, 2025, les gares desservies par les services grande vitesse sont 135.
13. Les gares qui sont l'addition entre les gares desservies par Trenitalia et par Italo. Et donc, notre idée est de continuer à développer les marchés français avec un rapport qualité-prix équilibré. Et donc, notre expérience est aujourd'hui très positive. Trenitalia France, aujourd'hui, est une société de droit français avec 170 employés qui sont distribués à Paris et Lyon. Et pour les prochains mois, nous avons prévu 50 nouveaux employés. Et donc, le nombre d'employés de Trenitalia France sera 220 distribués sur Paris, Lyon et aussi Marseille. Quelques considérations sur notre expérience d'ouverture à la concurrence. Monsieur le Président a parlé des péages et c'est clair que les coûts des péages sont très élevés, sont les plus élevés qu'en Europe et donc c'est une situation de difficulté pour un nouvel entrant. Mais nous avons respecté la loi, respecté la réglementation et donc est une considération pour le futur, pour chercher de rendre plus attractifs les marchés français. Le deuxième point que je veux souligner sur les difficultés que nous avons, sur l'accès aux marchés français est connecté à le processus d'homologation du matériel roulant. Et le processus d'homologation du matériel roulant en France est très long. Quelques chiffres. Trenitalia utilise un RAM qui est déjà homologué en Italie et qui a été construit en accord à tous les spécifiques techniques européennes. Mais 4 ans ont été nécessaires pour compléter les processus d'homologation en France. Une petite comparaison, Trenitalia est présente aussi en Espagne et utilise les mêmes rames. Et le temps pour l'homologation des trains en Espagne a été 2 ans, avec le même matériel roulant. Et un autre point que je veux souligner est connecté à la nécessité de plus coordination sur la question des travaux par l'infrastructure, parce que la question des travaux est très importante pour le développement de l'infrastructure, mais est importante la coordination des travaux. Par exemple, nous sommes intervenus avec SNCF Réseau parce que quelques semaines après la réouverture de la ligne de la Maurienne, a été prévu 6 semaines de travaux, qui est très difficile pour un opérateur. Avec discussion avec les SNCF Réseau, nous avons obtenu de décaler ces travaux, mais ce sujet est un sujet très important pour nous, mais aussi pour les autres opérateurs. La quatrième question est la question de la distribution, de la vente des billets. Je pense que pour le futur, il sera nécessaire que les opérateurs sur la grande vitesse sera possible de faire la vente intégrée des billets sur les réseaux grande vitesse et réseaux régionaux. Par exemple, en Italie, cette possibilité est présente. Italo peut vendre un billet intégré entre la grande vitesse d'Italo et les services régionaux de Trenitalia. Et donc, je pense que pour le développement des marchés, ce sujet est important à aborder. Et enfin, le sujet final est qu'à mon avis, pour développer les marchés ferroviaires, est nécessaire
simplifier les systèmes et, dans le point de vue technique, la simplification principale est l'utilisation des systèmes de signalement RTMS. Aujourd'hui, le système RTMS, il n'est pas diffusé sur tout le réseau et je pense que c'est très important pour augmenter la compétitivité des services ferroviaires, la diffusion des RTMS. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Alix Lecadre. Bonjour, mesdames, messieurs les sénateurs. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de tirer ce premier bilan de l'ouverture à la concurrence, premier bilan bien évidemment provisoire, puisqu'on en est simplement au début de cette histoire, et que le ferroviaire étant une industrie du temps long, il s'agira aussi d'en tirer le bilan plus tard, quand on aura plus de recul sur l'exploitation des services, bien évidemment. Propos liminaires rapides, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir dialoguer ensuite et de répondre à l'ensemble de vos questions. Transdev est une entreprise dont l'assise historique est en France, même si aujourd'hui la France ne représente que 30% de ses activités, et qui est principalement positionnée sur les marchés urbains et interurbains comme un acteur, un opérateur multimodal de la mobilité. Nous sommes aussi le premier opérateur de transport ferroviaire alternatif à l'opérateur historique en Allemagne depuis l'ouverture à la concurrence dans ce pays qui a eu lieu en 1994. L'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire nous intéresse depuis bien longtemps en France et c'est pour ça que nous avons participé aux réflexions collectives sur ce sujet depuis plus de 10 ans, ce qui nous permet également de mesurer l'écart éventuel entre ce que nous avions pu collectivement écrire dans la loi et la façon dont ça se met en œuvre aujourd'hui et les difficultés qui peuvent être rencontrées. Tout d'abord, je dirais que l'ouverture à la concurrence avait 3 objectifs qui sont aujourd'hui atteints. Une maîtrise des coûts par la collectivité publique, et on constate, quel que soit l'opérateur qui remporte l'appel d'offres, que les coûts pour la collectivité publique diminuent, et donc c'est une bonne chose pour l'ensemble des contribuables. On constate également une augmentation du service. Sur la ligne Marseille-Nice, nous proposerons pour une contribution publique constante un doublement du nombre de dessertes sur cette ligne. Et puis enfin, mieux de service, puisque par exemple sur la ligne Nancy-Contrexéville, nous allons permettre la réouverture de cette ligne qui est aujourd'hui fermée au trafic voyageur. Un autre aspect positif de cette ouverture à la concurrence, pour moi, c'est que nous n'avions jusqu'ici jamais autant parlé de la consistance des dessertes et de l'amélioration du service public rendu aux voyageurs. Et c'est bien ça le cœur des appels d'offres aujourd'hui et du dialogue avec les régions dans le cadre des procédures actuellement en cours. C'est comment améliorer les dessertes en nombre, en qualité, pour adresser l'ensemble des besoins de transport, au-delà des transports du quotidien. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, l'ensemble des besoins de transport de la population française. Et donc, je pense que déjà, avoir ce sujet-là comme sujet majeur et principal de cette ouverture à la concurrence, c'est également un progrès. Le pendant, j'ai envie de dire, la rançon du succès, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de procédures en cours en France est extrêmement important. Sur cette année, nous aurons environ 8 appels d'offres menés avec quasiment concomitamment. Et je pense qu'il faut mesurer ce que représentent ces appels d'offres. Une somme de travail considérable. On vient de remettre une réponse. Il y a 1000 documents dans la réponse. Je n'ai pas dit pages, j'ai dit 1000 documents. Je pense que ça vous montre l'ampleur du travail à accomplir pour répondre aux demandes des autorités organisatrices et à la demande de réassurance qui est exprimée. Si je peux comparer, en Allemagne, un appel d'offres, c'est environ 60 pages, la réponse. Voilà. Donc, ça veut dire derrière des moyens techniques, humains, d'analyse, juridique, financiers, en termes d'exploitation, etc., qui sont considérables et qui sont bien évidemment peu atteignables par une start-up.
Pour autant, il y a effectivement ici autour de la table uniquement des grands groupes. C'est pas un hasard. Ceci étant, comme tous les grands groupes qui se développent sur un nouveau marché à l'étranger, ou en tout cas sur un nouveau marché tout court, on commence par être une start-up au sein du grand groupe. Puisque la compétence, elle ne s'acquiert qu'au fur et à mesure et elle demande du temps. On ne peut pas considérer que de zéro, on passe à l'exploitation de, je ne sais pas, un quart, quelque chose comme ça, du trafic français, ce que nous faisons actuellement en Allemagne, mais au bout de plus de 20 ans d'ouverture à la concurrence. Donc je pense qu'il faut mesurer le temps dans lequel il faut s'inscrire pour construire une expertise et des moyens humains qui permettront vraiment d'opérer au bon niveau l'ensemble des services qui nous seront confiés. La pérennisation de l'ouverture à la concurrence, du coup, pour moi, elle passe par l'augmentation du nombre de concurrents sur le ferroviaire conventionné. Et donc, le fait de structurer le marché de sorte que de nouvelles entreprises puissent s'y intéresser. Ça passe par de nombreux sujets techniques pour lever un certain nombre de barrières à l'entrée, puisque ces barrières existent bien. Aujourd'hui, les data rooms qui accompagnent ces appels d'offres sont extrêmement lacunaires par rapport à ce qu'on peut rencontrer, par exemple, dans l'urbain, où la concurrence, elle existe depuis longtemps, depuis la LOTI, on va dire ça comme ça. Donc c'est habituel et les pratiques sont extrêmement différentes, et en tout cas les données que l'opérateur sortant doit mettre à disposition de la collectivité pour faire son appel d'offres sont quand même bien plus complètes. Il y a également des sujets sur le cadre social. Ce que nous avions posé dans le cadre de la loi aujourd'hui est tout à fait intéressant en termes de garantie sociale. Pour autant, nous ne disposons pas encore d'un cadre social complet, puisque toutes les négociations de branche ne sont pas arrivées à leur terme. Et également, pareil, dans le cadre de ces appels d'offres, nous ne disposons pas encore des données qui sont nécessaires pour donner un niveau de réassurance, d'anticipation sur les sujets sociaux qui soit pleinement satisfaisant, à la fois pour nous en tant qu'entreprise, mais également pour l'ensemble des salariés que nous reprenons, puisque notre objectif, c'est bien de pouvoir valoriser les compétences des cheminots qui exploitent actuellement ces lignes. Il n'y a pas de raison. Ils ont le savoir-faire et nous, on est très heureux de les accueillir pour exploiter dans un nouveau cadre et offrir de nouveaux services. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Madame Paloma Baena. Bonjour, merci Monsieur le Président, merci au tout Sénat pour l'invitation à être ici. Je vais commencer au nom de Renfe par exprimer notre gratitude de participer à cette table ronde et pour présenter Renfe. En bref, nous sommes le principal opérateur ferroviaire en Espagne en transport de passagers et de marchandises. On a plus de 16 000 employés, qui vous semblent petits peut-être, mais c'est parce qu'il y a quelques années, on a divisé Renfe entre les réseaux et l'opération. En 2024, on a transporté plus de 540 millions de voyageurs et nous opérons aussi à l'international en Europe, mais aussi en Arabie Saoudite, Mexique, entre autres. En France, on a commencé à opérer les lignes entre Madrid, Marseille, Barcelone et Lyon à l'été de 2023. C'est vrai que notre service est modeste et, Monsieur le Président, on servit surtout les gares petits et moyens, comme le disait Marcon, Aix, Avignon, Nîmes, etc. Mais on a déjà transporté près d'1 million de personnes en environ 2000 services. En 2025, c'est-à-dire cette année, on espère ouvrir l'opération vers Toulouse. Et comme ça, on va connecter 11 villes françaises avec des services transfrontaliers à grande vitesse. Et on veut souligner l'importance de cette discussion, particulièrement aussi dans le contexte actuel du secteur ferroviaire au niveau européen. Nous sommes dans une période qui vise à créer une Europe plus intégrée, durable, accessible, mais aussi prête à se défendre. Et l'ERL joue un rôle fondamental, comme on l'a lu sur les reports de Mario Draghi et Enrico Letta.
Et pourtant, en tant qu'opérateur, mais aussi en tant qu'État de l'Union européenne, nous avons la responsabilité tous de faciliter l'adaptation à ces nouveaux contextes, en commençant par la libéralisation. Et c'est dans ce contexte que le but de Renfe, l'objectif de Renfe est de devenir un opérateur de référence sur les marchés ferroviaires français et pourtant un élément de construction de ces projets européens. En Espagne, l'ouverture à la concurrence des services commerciaux a progressé très rapidement et donc je vais vous parler un peu de notre expérience. On a commencé en décembre 2020 et 5 mois plus tard, et j'ai dit 5 mois plus tard, et on avait de nouveaux opérateurs qui ont commencé à fonctionner sur les lignes à grande vitesse dans les principales villes en Espagne, c'est-à-dire Madrid, Barcelone, Valence ou Séville. Et les résultats, je voulais partager aussi. On a vu une augmentation de l'offre de 80% dans les trajets en concurrence. En réduction des prix, environ 30% selon la Commission de concurrence espagnole qui a fait public l'analyse, et une augmentation de 60% du nombre de passagers qui choisissent les trains pour des voyages de longue distance, c'est que c'est vraiment important aussi pour le développement durable. Mais quand même, je vais être très clair que l'ouverture à la concurrence n'est pas sans défi, particulièrement pour l'opérateur public, soit nous, et qui doit forcément s'adapter. En Espagne, il reste encore à stabiliser le modèle de prix pour qu'il devienne durable financièrement à long terme. Je vais aussi partager avec vous quelques éléments qui, à notre avis, ont aidé à l'ouverture de la concurrence en Espagne si rapidement. D'abord, le déploiement du système RTMS et environ de 85% du réseau à grande vitesse est déjà installé. Mais ça se complète aussi par la publication complète des spécifications techniques du système de sécurité ASFA 2. Un projet d'homologation simple et rapide, comme le disait mon collègue Marco dans son expérience, et qui est dirigé par l'agent de l'État sans intervention aucune de l'opérateur historique, soit Renfe. Un certificat de sécurité unique pour tous les réseaux et pas pour trajet, et d'accès préférent pour les tests techniques et des créneaux de maintenance dans les ateliers de Renfe pour les concurrents. Côté France, la France, comme vous le savez bien, a été pionnière dans le développement de la grande vitesse depuis 1980. Peut-être ce développement précoce a peut-être compliqué l'adaptation à nouvelles exigences des marchés européens intégrés, comme on vient de parler. À notre avis, il est crucial d'améliorer les systèmes comme l'RTMS et les infrastructures transfrontalières. Et ces avances sont indispensables pour renforcer la position géostratégique de la France et soutenir la vision européenne d'intégration, de décarbonisation et aussi de défense commune. En parallèle, il est essentiel de permettre l'accès des nouveaux entrants au marché dans des conditions agiles et sans être entravés par la position dominante et l'intégration verticale du groupe SNCF. Et leur permettre, une fois opérationnels, de développer les activités de maintenance et de leur matériel roulant sans obstacle. Il y a plusieurs rapports publics, soit de l'ART, ADC ou AFRA, qui soulignent plusieurs défis à résoudre qu'on partage. Entre eux, accélérer le processus d'homologation et de certification avec plus de transparence et prévisibilité. Dans notre cas, et on peut parler après plus en détail, ça fait 3 ans qu'on a commencé le procès d'homologation et la dernière planification qu'on a nous rentre à la fin de 2028 pour un train qui roule déjà en Europe, c'est-à-dire en Espagne. Publier les spécifications techniques complètes des systèmes de classe B, en tant qu'on n'a pas les systèmes RTMS partout. Améliorer l'accès et adapter les ateliers pour accueillir le matériel roulant des nouveaux opérateurs, même s'ils sont un peu différents que ceux que vous avez déjà, comme on a fait en Espagne. Fournir un certificat unique de sécurité pour tous les réseaux et pas un certificat pour trajet. Et simplifier autant que possible les critères supplémentaires au-delà de ceux qui sont tenus par les certificats européens. Il y a aussi des défis au niveau d'organisation et infrastructure. D'abord,
a garanti l'indépendance totale dans l'homologation des nouveaux opérateurs vis-à-vis SNCF Voyageurs. Investir prioritairement sur l'Artemis, comme on l'a dit, mais aussi à tenir en compte la nécessité d'invertir origine-destination et pas de petits trajets sur la ligne. Et continuer à mettre en place des accords cadres pour l'attribution des décisions pour avoir une prévision de longue durée. En conclusion, la France est un acteur clé dans l'espace ferroviaire unique et il est vraiment impossible de réaliser cet espace unique sans un réseau français optimal en termes d'interopérabilité et de concurrence. Et Renfe se tient à votre disposition et de tous les acteurs du système ferroviaire français pour travailler ensemble à la libéralisation et au bénéfice des voyageurs français. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie pour ces propos introductifs. Je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette table ronde très intéressante et merci aux différents intervenants. Monsieur Fanichet l'a rappelé tout à l'heure et a commencé son propos ainsi. L'engouement pour le train en France s'est poursuivi après une année 2023 record et l'année 2024 n'a pas démenti ces résultats avec une forte hausse de la fréquentation des TGV et des TER. SNCF Voyageurs a enregistré, je crois, 163 millions de personnes transportées en France et en Europe, donc les résultats sont vraiment exceptionnels. Trenitalia était le premier opérateur à défier la SNCF sur le marché convoité de la grande vitesse depuis l'ouverture à la concurrence en décembre 2020. Les premiers effets sur le tarif des billets, d'ailleurs, se sont tout de suite fait sentir. L'arrivée de Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon s'est traduite par une baisse de 10% des prix. 10%. Les clients de la Renfe font le même constat. L'opérateur espagnol propose des tarifs beaucoup plus attractifs que ceux de la SNCF sur les lignes reliant Barcelone à Lyon et Madrid à Marseille. La promesse de l'ouverture à la concurrence du rail était simple, finalement, une offre plus large et des prix plus bas. En revanche, ou pour autant, les syndicats cheminots français sont convaincus que cette ouverture à la concurrence risque au contraire de dégrader le service. Ils mettent en avant l'expérience de nos voisins anglais. Au Royaume-Uni, je vous rappelle, le gouvernement vient d'adopter une loi pour renationaliser les lignes de train privatisées dès l'échéance du contrat des sociétés qui les exploitent actuellement. Et en Espagne, la SNCF s'est engouffrée dans la concurrence avec des trains Ouigo en mai 2021, suivi par l'italien Irio en 2022. Les prix, là aussi, ont baissé de 30%, mais les comptes de la Renfe, la compagnie nationale espagnole, ont plongé dans le rouge. En France, la concurrence est à l'œuvre. Le résultat est à première vue, là aussi, très positif. Le président Longeau en a parlé en introduction, avec, pour les voyageurs du Paris-Lyon, des offres renforcées et des prix attrayants pratiqués par Trenitalia. Mais pour la compagnie italienne, cette liaison est pour l'instant, là aussi, je crois, un gouffre financier. Alors, on est en droit de s'interroger sur la pérennité, finalement, du modèle. Et j'ai deux questions très courtes. La première pour M. Fanichet. Les usagers de la SNCF peuvent-ils s'attendre à voir les prix du TGV baisser? C'est ma première question. Et ma deuxième question pour M. Capocciotti de Trenitalia. La compagnie Trenitalia peut-elle maintenir, selon vous, des prix aussi attractifs sur le long terme? Avant de donner la parole à nos invités, je vais poursuivre les demandes de parole de mes collègues. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Merci beaucoup, Président. Je me demande si cette table ronde ne devrait pas être rebaptisée point d'étape sur les désordres liés à l'ouverture à la concurrence. Tant les interventions différentes montrent les creux du nouveau pacte ferroviaire. Et ma première question s'adressera à Christophe Fanichet. J'aimerais que vous reveniez sur les propos récents de Jean-Pierre Farandou, qui a déclaré de manière très nette que le TGV n'était pas un service public. Je vous avouerai que j'apprécie beaucoup Jean-Pierre Farandou et je me suis demandé si, pour la première fois, il n'était pas en train de dérailler. Et
j'ai trop de respect pour la personne pour aller dans le trivial et trop de respect pour le ferroviaire également. Je voudrais rappeler que dans le nouveau pacte ferroviaire en 2018, il ne me semble pas que la représentation parlementaire ait souhaité créer uniquement un service privé concurrentiel pour tous les Français. Il s'agissait plutôt de dynamiser et de ne pas dynamiter la SNCF par le nouveau pacte ferroviaire. C'était le titre d'une tribune que j'avais obtenue dans Libération à l'époque. Et donc, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, Monsieur Fanichet. Enfin, la première, c'est combien de temps SNCF Voyageurs acceptera d'être le seul contributeur au fonds de concours qui alimente SNCF Réseau. Et la seconde question liée à ça, c'est ne faut-il pas obtenir de l'État des compensations financières aux baisses de prix des péages qu'obtiennent les concurrents à SNCF dans les premières années de service pour rééquilibrer SNCF Réseau. Alors, en creux, je pourrais poser la même question à vos concurrents sur comment ils voient cette question de l'ouverture à la concurrence sous ce prisme et le fait que vous ne subissiez pas les mêmes contraintes que SNCF Voyageurs qui contribuent à SNCF Réseau. J'aimerais votre réponse là-dessus. Vous avez évoqué les barrières à l'entrée sur le marché français et on les entend, mais je voudrais que vous réagissiez, que ce soit Transdev, Trenitalia et Renfe, à cette problématique de rééquilibrage d'un fonctionnement par rapport à SNCF Voyageurs. Et la question est pertinente puisque le système ne pourra pas durablement rester comme cela. Et ma deuxième question, c'est sur la péréquation entre dessertes principales et rentables et les dessertes secondaires. Ah oui, c'est trop long là. Oui, t'as raison, t'as raison. Je vais accélérer. Et les dessertes, la péréquation, enfin le modèle économique de SNCF est perturbé par la fin de la péréquation entre dessertes rentables et non rentables. François Durovray, qui a été ministre quelque temps, était intervenu dans le débat assez directement pour dire qu'il fallait imposer aux nouveaux entrants de desservir des dessertes secondaires. Ma dernière question sera pour Renfe. J'aimerais que vous évoquiez la concurrence que vous subissez en Espagne par l'entrée de SNCF sur le Ouigo notamment. Voilà, j'en reste là. Excusez-moi d'avoir été un peu long. La parole est à Jacques Fernic. Merci Président, merci aux uns, aux unes et aux autres de vos interventions. Oui, effectivement, comment dans le paysage concurrentiel qui est devant nous, assurer un équilibre économique qui ne se fasse pas au détriment des lignes déficitaires et pas non plus au détriment des moyens injectés dans un réseau qui en a très fortement besoin. Donc, que pensez-vous des différents leviers, des différentes solutions possibles parmi celles-ci? Donc, on y a déjà fait allusion ce matin, des allotissements équilibrés, des modulations conséquentes des péages, des attributions de sillons sur des lignes rentables qui soient conditionnées par des dessertes de certaines villes moyennes, voire des transferts qui rétablissent la compétitivité rail-route pour qu'on ait quelque chose de durable. Enfin, on a la nécessité de tenir des objectifs d'essor ferroviaire très importants, avec des objectifs de report modal conséquents. Il y a notamment l'ambition des SERM, ce qui nous oblige à nous inscrire dans des perspectives qui ne sont pas simplement la répartition concurrentielle des services des flux de voyageurs existants, mais de réussir, dans le cadre concurrentiel, un choc d'offres massif. Alors, on connaît, ça a été dit, le contexte négatif d'un réseau vieillissant, le problème de capacité d'un matériel roulant insuffisant avec des délais, des conditions d'homologation compliquées pour avoir de nouvelles rames. Si je prends un exemple très précis,
dans mon Alsace, que ce soit la ligne Paris-Strasbourg LGV, pour prendre 3 services différents, le TER 200 sur la dorsale ferroviaire Bâle-Colmar-Strasbourg, ou une ligne plus modeste mais très importante de desserte de la vallée de la Bruche depuis Strasbourg. On est pour ces 3 services dans des conditions totalement limitées où il est quasi impossible d'être attractif pour que de nouveaux usagers abandonnent leur voiture. Et puis la dernière question, c'est la question des tarifs voyageurs avec la demande de coûts raisonnables sans pour autant avoir une qualité de service dégradée. On sait la difficulté pour les Ouigo. Et la demande aussi d'intégration tarifaire avec des offres globales, attractives pour l'ensemble des mobilités en transport collectif. Donc comment répondre à ces demandes dans un paysage concurrentiel nouveau? Merci. La parole est à Didier Mandelli. Merci Monsieur le Président, rapporteur, mes chers collègues. J'ai été le co-rapporteur avec Hervé Maurey en octobre 2019 d'un rapport d'information de notre commission sur les enjeux de la mise en application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Ce rapport entendant en particulier étudier les manières de lever les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants, car il s'agit d'une condition indispensable, vous l'avez évoqué d'ailleurs, pour une ouverture à la concurrence effective. L'un des enjeux majeurs de la réussite de l'ouverture à la concurrence, pointé notamment par Bernard Roman, alors président de l'ARAFER, futur ART, était l'accès des opérateurs alternatifs aux données. Lors des appels d'offres portant sur les services conventionnés, il existe en effet une asymétrie d'information entre l'opérateur historique, qui connaît bien sûr précisément l'état du matériel roulant et le coût prévisionnel des opérations de maintenance, et les nouveaux entrants. Estimez-vous que les textes d'application de la loi de nouveau pacte ferroviaire répondent aux enjeux posés par cette question de l'accès aux données? De nouvelles difficultés se sont-elles révélées à l'usage au fil des appels d'offres? Vous avez en partie répondu. En outre, les opérateurs alternatifs rencontrent des difficultés pour se procurer des rames. Vous nous le confirmerez, qu'elles soient neuves ou d'occasion. L'une des raisons est que certaines rames retirées de la circulation par SNCF Voyageurs, qui pourraient intéresser de nouveaux entrants, sont amiantées. Or, le règlement européen REACH du 18 décembre 2006 interdit la cession de matériel amianté. Comme il n'existe pas à l'heure actuelle de techniques de désamiantage non destructives des rames, elles ne peuvent pas être utilisées ou réutilisées. Certains pays européens, dont l'Allemagne, ont obtenu de la part de la Commission européenne une dérogation à l'application du programme règlement REACH. Pensez-vous qu'il soit opportun que la France demande à son tour une telle dérogation? Merci. Je vais donner la parole à Franck Dersin, puis après je donnerai la parole à nos invités pour répondre aux questions. Il y aura une deuxième série de questions. Oui, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs. Bon, moi, je regrette que deux sociétés ne soient pas là, hein, le train et Kevin Speed, mais bon, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de monde, mais l'ouverture à la concurrence, elles en font partie. On aurait peut-être pu aussi les inviter. La question qu'on peut se poser, c'est que la concurrence est-elle actuellement équitable dans le secteur ferroviaire? Ça, la question. Moi, j'ai vécu dans ma région, quand j'ai ouvert Concurrence TER, le combat entre Transdev et SNCF, et c'était pas très équitable. D'ailleurs, on a dû saisir la RT. On a gagné en première instance. Et pour continuer à gagner du temps, la SNCF a fait appel. Hein, bon, et ils ont gagné du temps. Et ils ont gagné d'ailleurs l'appel d'offres parce que ils étaient meilleurs. Mais je sais ce que ça a pu coûter à Transdev pour un résultat qui n'était pas équitable, je pense, et qui donc peut poser la question à Transdev, est-ce que je continue à dépenser autant d'argent pour de tels résultats? On a parlé de l'open access et de la difficulté en France d'homologuer le matériel. C'est un réel problème qui, là aussi, fait poser la question, est-ce que cette concurrence est équitable? Monsieur Fanichet, vous avez relancé aussi ce qu'on appelle la question de la péréquation, l'obligation de desserte des petites gares de TGV. Vous êtes bien conscient que SNCF Voyageurs devra communiquer ses coûts de manière transparente à l'ART pour vérifier donc le modèle économique remis en question. C'est une question. Comment justifie-t-on aussi que la SNCF continue d'investir sur les marchés espagnols et bientôt italiens avec des rames TGV financées par le contribuable français, alors que SNCF Voyage
manque de rames en France. Bon, d'ailleurs, est-ce que le marché espagnol est-il rentable pour vous? Moi aussi, je l'ai dit d'ailleurs dans les réseaux sociaux, j'ai été choqué par les propos du président Farandou sur laquelle les TGV ne sont pas des services publics. Si, les TGV sont des outils d'aménagement du territoire. Enfin, personne ne peut le nier. Il suffit de voir comment les grands élus, dans les années 80-90, se sont battus pour avoir le TGV, une gare TGV, et de voir comment Lille a obtenu, face à Amiens d'ailleurs, le TGV, alors qu'Amiens était le plus direct, mais Pierre Mauroy à l'époque a pesé pour que ce soit, et en tant qu'un peu lillois, je suis très content, et ça a bouleversé, ça a changé complètement la vision de Lille. Et dernière question, M. Fanichet, la SNCF possède bien 62% de Eurostar, hein, c'est ça? 62 ? 55. Bon, enfin en tout cas, la majorité, c'est ce que je voulais dire. La concurrence va arriver aussi. Hein, j'ai entendu les projets de Virgin Rail en partenariat avec Evoline. Est-ce que l'on pourra enfin imaginer de meilleures dessertes pour Lille et Calais? Parce que Calais, il n'y a plus rien. Lille, on voit bien qu'on ne veut plus faire arrêter les trains. Alors c'est marrant que d'un côté, vous ne vouliez plus desservir les gares et de l'autre côté, vous exigiez qu'on desserte d'autres gares. Voilà, j'aurais plein d'autres questions, mais il faut arrêter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fanichet. Je vous donne la parole. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux différentes questions qui m'ont été directement posées. N'hésitez pas à me couper si je suis trop long. Je vais essayer de m'efforcer d'être le plus court possible sur l'ensemble des questions que vous avez pu me poser. Si je prends les questions du président rapporteur en particulier. Vous m'avez posé plusieurs questions, Monsieur le Président. La première question sur le nombre de kilomètres faits par des TER. Est-ce que la comparaison du nombre de kilomètres faits par des TER en France versus le nombre de kilomètres faits par des trains régionaux en Europe? Vous avez raison de constater qu'en France, le nombre de kilomètres est plus faible sur les trains régionaux en France qu'ailleurs en Europe. Mais ceci est une moyenne, et je tiens à le signaler. Et chaque territoire, si on le regardait région par région, je dirais même ligne par ligne, nous avons répondu à la question qui est la définition du plan de transport fait par les conseils régionaux qui nous demandent de faire cette desserte. Le nombre de kilomètres faits par rame, c'est d'abord la desserte. Et aujourd'hui, ça s'adapte à chacun des territoires. Et pour moi, il est important d'abord de servir les territoires. Et dans un second temps, important de regarder le nombre de kilomètres que font une rame. Pour améliorer le nombre de kilomètres que font une rame, il appartient effectivement à l'opérateur d'améliorer la performance de sa maintenance. Et ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que sur les dernières années, les travaux que nous avons faits sur un principe d'exploitation-maintenance, qui est un couple qui est très important pour améliorer le nombre de kilomètres que nous faisons, nous avons amélioré l'équivalent de 110 rames supplémentaires, justement par de la performance, c'est-à-dire que depuis ces 5 dernières années, les rames TER font plus de kilomètres aujourd'hui qu'elles n'en faisaient, tout simplement parce que nous avons, par exemple, décalé les heures de maintenance. Elles ne se font de moins en moins de jours et de plus en plus la nuit, de telle façon à ce qu'elles soient à la révision lorsqu'elles ne circulent pas. Mais ça demandait, de notre part, à revoir les conditions de travail de nos collaborateurs dans ce cadre-là. Dans le même cadre, vous m'avez parlé de la propriété des rames et la question de transférer l'ensemble de ces rames à une société de location. Tout d'abord, je tenais à redire ici que globalement, les rames, elles sont financées, ou même pas globalement, toutes les rames sont financées à 100% par les régions. Le SNCF Voyageurs n'en est que l'attributaire, ou je dirais l'utilisateur ou l'opérateur qui les met au service. Demain, et pas à pas, les régions reprennent la propriété, et en particulier un élément important, la maintenance patrimoniale de ces rames, et donc les reprennent de plein droit. On le voit pas à pas avec l'ouverture à la concurrence. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, sur ces sujets, les régions constituent des sociétés publiques locales pour pouvoir être les propriétaires, mainteneurs de ces rames. Et d'ailleurs, dans un deuxième temps, c'est une question que vous auriez pu me poser,
ça ne sera plus SNCF Voyageurs qui fera l'acquisition des trains. Aujourd'hui, c'est SNCF Voyageurs qui fait un grand bon de commande dans lequel chaque région peut venir faire un tirage sur ce sujet. Demain, chaque région s'exprimera, écrira son cahier des charges, commandera ses trains, réceptionnera ses trains. Et vous pourrez compter sur SNCF Voyageurs pour être encore à leur côté en conseil autant qu'elles le souhaiteront. Vous m'avez posé la question sur les rames TGV qui ont, entre guillemets, été en moindre quantité. Ça me permettra de le globaliser sur une autre question que vous m'avez posée, monsieur le sénateur. D'abord, premier point, on ne se rappelle plus, mais il y a une quinzaine d'années, si on regardait les titres des journaux de l'époque, je suis sur l'année 2013-2016, c'était la fin de la grande vitesse, tous les journaux le titraient, puisque le taux d'occupation des TGV était de l'ordre de 60%. Un TGV, pour qu'il soit rentable, c'est-à-dire pour qu'il ne coûte rien à la collectivité publique, doit avoir son occupation de 3 sièges sur 4. Dans la mesure où vous êtes inférieur à 3 sièges sur 4, le TGV circule en déficit. Et durablement, et la loi l'a rappelé, nous n'avons pas pour intention, et c'est pour cette raison que nous avons créé aussi sous forme d'entreprise, de nous endetter sur ce sujet. Donc nous avons été vigilants, et d'ailleurs le conseil d'administration nous a invités à réduire notre parc. Je tiens à rassurer l'ensemble des sénatrices et sénateurs ici, le parc a été réduit effectivement de plusieurs dizaines de rames, mais des rames qui étaient en fin de vie. Il n'y a pas eu de rames qui ont été gâchées. Il y a quelques rames, puisque je vois le sénateur Dersin dodeliner de la tête, il y a quelques rames qui effectivement avaient encore du potentiel, et je tiens à souligner que ces quelques rames, nous les avons transformées, et d'ailleurs même hispanisées, et elles sont maintenant en Espagne, et ça me permettra de faire un focus sur la rentabilité des rames en Espagne. Ces rames-là... On n'a pas la même notion de fin de vie pour les personnes que pour les trains. Monsieur le sénateur, je vais rester sur les trains. Donc ces rames-là, elles ont été remplacées par des anciennes rames qui étaient à un niveau, vous avez bien vu, et aujourd'hui, nous avons remplacé par des rames à 2 niveaux, qui permettent justement d'augmenter la capacité de nos trains. Et d'ailleurs, si je le regarde sur l'exercice que j'ai ouvert 2019-2024, nous avons augmenté la capacité et le nombre de sièges assis de 10%. Sur les rames, ça me permet de faire le joint avec les rames en Espagne. Aujourd'hui, sur les rames en Espagne, c'est des rames qu'il a été décidé, non pas de ferrailler, mais de continuer à exploiter sur un réseau qui s'ouvrait, le réseau espagnol. Et nous avons hispanisé ces rames. On a mis d'ailleurs 5 ans pour pouvoir le faire et circuler depuis mai 2021. Et ce projet... Premier point très important, il est plus bénéfique que n'importe quel projet en France. Donc ça veut dire que la rentabilité d'un projet en Espagne est plus rentable qu'en France. Et je le dis devant l'ensemble des sénateurs et sénatrices. Il est plus rentable, et non seulement est plus rentable, mais à la fin de l'année, nous serons à l'équilibre. Et l'ensemble des profits que nous faisons en Espagne, tout comme l'ensemble des profits que nous faisons pour SNCF Voyageurs, reviennent 100% en France et sont remontés dans un principe qui fait qu'on alimente la holding et qui, vous l'avez tous évoqué, alimente le fonds de concours et donc la régénération du rail français. Donc c'est un projet pour moi qui est bénéfique pour l'ensemble des Français. Sur le sujet du fonds de concours sur lequel vous m'avez interpellé, oui, la loi a prévu que l'ensemble des bénéfices du groupe SNCF, et il n'y a pas que SNCF Voyageurs, même si SNCF Voyageurs en est le plus important contributeur, participe à un fonds de concours qui participe à la régénération des voies. Moi, je pense qu'on ne peut que se féliciter de tout financement qui permet de régénérer les voies. Ça me permet de faire un point particulier. Vous n'entendrez jamais dans mon propos le fait que nous nous plaignons sur le fait qu'il faille faire des travaux en France sur l'infrastructure. Notre infrastructure ferroviaire, et mes collègues, mes voisins de droite ne pourraient que s'en féliciter. On opère bien que si le réseau est de bonne qualité. L'Italie pourrait le dire, l'Espagne le dirait aussi bien que moi. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un réseau de grande qualité et je pense, et je parle au titre d'opérateur que je suis, nous attendons à ce que SNCF Réseau ait plus de moyens, plus vite, pour que nous ayons une meilleure qualité de notre réseau et une meilleure qualité ferroviaire.
Je fais d'abord cette première série de questions, sinon c'est moi qui vais monopoliser la parole. Peut-être que je peux laisser mes collègues, Monsieur le Président, et je vais reprendre sur le... Oui, je vous en prie. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. La première réponse est sur la question des prix de Trenitalia-France. Tout d'abord, Trenitalia-France, il n'est pas aujourd'hui une entreprise low cost et il ne sera pas une entreprise low cost. Nous n'avons pas billets à 1 euro ou 9 euros. Notre prix minimal est 23-29 euros parce que le service grande vitesse est un service de qualité et donc je vous rassure que Trenitalia France, il n'est pas une entreprise low cost, il n'est pas en Italie, il n'est pas en France, il n'est pas en Espagne. Comment faire pour avoir la rentabilité? La première question est que notre intention est de maintenir cette politique tarifaire. Donc, à la question si les prix augmenteront, notre idée est de maintenir cette politique. C'est clair que nous avons besoin d'augmenter le nombre de voyageurs. Notre taux de remplissage des trains est aujourd'hui plus ou moins sur la Paris-Lyon 60-62%. Et comme M. Fanichet a dit, la rentabilité est avec l'occupation plus ou moins de 3 sièges sur 4. Et donc, notre intention est de développer aussi toutes les politiques de marketing, tous les partenariats, toutes les activités pour augmenter le nombre de voyageurs. Une autre importante action que nous avons mise en place est l'utilisation in particulière période de l'unité multiple, parce que les taux de remplissage de 60-70% est un taux de remplissage moyen, mais ce sont des périodes où le taux de remplissage est plus ample. Et les prochains mois de février, nous commencerons à utiliser les trains pour cette période en unité multiple. Et donc, c'est notre politique de maintenir cette politique tarifaire et chercher d'augmenter les volumes. Et une autre importante chose pour la rentabilité, notre offre aujourd'hui est très limitée, sans aller-retour. Donc les coûts fixes de l'entreprise sont des coûts fixes qui sont proportionnés à une entreprise plus grande. Et pour cette raison, nous avons défini d'augmenter notre offre sur la Paris-Marseille et sur la Paris-Lyon et Paris-Milan. Donc c'est notre stratégie pour être et rester sur le marché français. Mais notre stratégie, il n'est pas d'augmenter les prix. La deuxième question, la question des territoires, de desservir les territoires. Je pense que Trenitalia France est un exemple des sociétés, des compagnies ferroviaires qui, in una situation de libre marché, parce que la grande vitesse est libre marché, il y a aussi les territoires qui sont desservis pour avoir une péréquation entre servir les grandes villes et les territoires. Quelques exemples, les gares de Chambéry, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Modane, d'Avignon, d'Aix-en-Provence. Donc, je pense que c'est un exemple pour montrer qu'il est possible de faire les services grande vitesse et aussi de servir les territoires, sans la nécessité d'imposer par loi cette question. Parce que l'imposition par loi est très compliquée et doit être vue in una logique européenne, non seulement in una logique française. Parce que le même problème, il est aussi en Italie. Et donc, je pense que Trenitalia France est la démonstration que nous pouvons desservir les territoires aussi en régime de libre marché. Merci. Merci. Parmi les invités, qui veut prendre la parole avant que je redonne la parole à M. Fanichet pour qu'il réponde à la question sur le service public?
Si je peux répondre aux questions que vous m'avez posées sur le retour d'expérience de Marseille-Nice et notamment sur les transferts de personnel. Il est prévu dans le cadre de cette exploitation qu'il y ait 200 personnels dédiés à cette exploitation au moment de la mise en service. Les personnels transférables étaient de 167. Seules 30 personnes sont réellement transférées. Par ailleurs, nous avons 4 collaborateurs de la SNCF qui étaient affectés à plus de 50% sur ce service-là et qui avaient donc une obligation de transfert et qui refusent ce transfert et qui donc sont licenciés dans le cadre des dispositions prévues par la loi. Il y a également un certain nombre de personnels qui sont licenciés par la SNCF puisqu'ils étaient affectés à moins de 50% et qui ont refusé les possibilités de reclassement qui leur ont été proposées. Et ça, pour le coup, je n'ai pas le chiffre. Il faudra demander à Christophe Fanichet. Bilan de cette opération, j'ai envie de dire, nous avons eu la chance de nous mettre d'accord avec la SNCF qui avait également un lot sur l'étoile de Nice à mettre en service en décembre prochain pour avancer le processus de transfert du personnel. Et je pense que c'est une décision collective qui était tout à fait judicieuse puisque c'était la première fois qu'on expérimentait la mise en œuvre de ce dispositif. Ça nous a permis d'avoir du temps pour discuter, pour présenter les choses au personnel. Et je pense que, quelle que soit la situation, ce temps est nécessaire. Le dialogue social est nécessaire sur les conditions que nous allons proposer, y compris parce qu'il n'est pas possible de discuter avec les organisations syndicales en amont sur les différentes composantes du pacte social qui sera proposé. Donc il faut bien le faire par la suite. Et cette discussion est indispensable en amont du processus de transfert. Cette discussion, elle ne fait que commencer à ce moment-là. Elle se prolonge par la suite, puisque une fois que nous sommes exploitants, nous avons 15 mois pour renégocier l'ensemble des accords d'entreprise. Donc pendant ces 15 mois-là, ce sont les accords d'entreprise de la SNCF qui s'imposent à nous et que nous devons appliquer. Et à l'issue de ces 15 mois-là, ce sont les accords que nous aurons négociés avec les syndicats qui s'appliqueront. S'il n'y en a pas, c'est simplement la convention collective qui s'applique, ce qui n'est pas souhaitable et ce que nous ne souhaitons pas, très clairement. Donc ce temps dont nous avons disposé pour la ligne Marseille-Nice était une bonne chose et je pense que sur l'ensemble des autres appels d'offres, il serait nécessaire que les périodes de pré-exploitation soient dimensionnées pour disposer de ce temps. Donc qu'elles dépassent les 16 mois légaux de la procédure, en fait, concrètement. L'autre retour d'expérience, c'est qu'il n'y a certes que 30 transferts, mais sur une exploitation de cette taille-là, de 200 personnes, et avec 3 ans et demi de préexploitation, il était tout à fait possible de recruter les personnels nécessaires et de les former. C'est ce que nous avons fait. L'ensemble de nos conducteurs, notamment, sont aujourd'hui dans nos écoles de formation. Ces formations se passent très bien. Nous avons d'excellents taux de réussite aux examens, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, et qui nous permet aussi de valider le fait que nous pouvons proposer des choses différentes en termes de formation, en termes d'intérêt de la profession, de ce que nous pouvons proposer à ces nouveaux collaborateurs. Et pour répondre à la question de M. Mandelli sur les conditions des appels d'offres, il est vrai que les différents recours qui ont pu être effectués auprès de l'autorité de régulation des transports par les régions Sud et Hauts-de-France ont permis des avancées significatives sur le contenu des données qui nous sont mises à disposition. Puisque, donc je le rappelle, pour faire un appel d'offres, quel que soit l'urbain, l'interurbain, le ferroviaire en l'occurrence, il y a un ensemble de données sur les dessertes, le personnel, les installations mises à disposition qui sont mises à disposition de l'ensemble des candidats pour pouvoir écrire la réponse à appel d'offres. Donc ces données se sont améliorées et c'est une bonne chose. Les données sur le matériel roulant sont plus complètes qu'avant. Les données sociales sont également plus complètes qu'avant. Est-on arrivé au bout du chemin? La réponse est non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les données sur le matériel roulant restent de qualité inégale, plus ou moins exploitables, plus ou moins justes, ça dépend. Je pense qu'on a à peu près tous les cas de figure. Les données sociales sont plus
plus complètes et respectent le cadre législatif, mais ce cadre législatif aujourd'hui donne une maille d'information qui reste trop générale. Si je peux prendre un exemple, on a comme catégorie la maintenance. Mais la maintenance d'un train, ça mobilise plein de compétences différentes. Et donc, si on a un électromécanicien ou si on a un chaudronnier ou un spécialiste de la clim, c'est pas tout à fait pareil. Comment est-ce qu'on prévoit les personnels à recruter, la façon de faire, si on ne sait pas de qui on disposera réellement, enfin potentiellement d'ailleurs, à l'issue du transfert. C'est très difficile. Donc, ces données-là, je pense, devraient être précisées. Selon les régions, on dispose ou pas des données sur la localisation des personnels, sur leur lieu de résidence, donc de prise de service. Là encore, pour moi, c'est une donnée essentielle pour avoir un dialogue de qualité avec les salariés et lever leurs inquiétudes éventuelles sur la façon dont on fera demain fonctionner ce service également. Voilà. Donc c'est des petits exemples. Par ailleurs, le cadre de branche aujourd'hui est encore incomplet. Donc ça ne permet pas à un nouvel entrant de chiffrer l'intégralité des coûts. On pourrait citer la façon de traiter les congés de fin de carrière, la façon de travailler sur la façon de faire vivre les facilités de circulation que nous devons au personnel ayant le statut cheminot, même si nos discussions avec SNCF avance bien, parce que de façon très pragmatique, à défaut d'avoir un cadre qui s'applique pour tout le monde, on essaye quand même de se mettre d'accord sur la façon de faire. Et quand je dis qu'on est des concurrents quand on est en appel d'offres, mais qu'ensuite on est, ce que je dis souvent, colocataire sur le réseau, malgré, je pense que c'est une réalité qu'il faut qu'on fasse vivre au quotidien. Dernier point et autre exemple, par exemple, les cotisations sociales des personnels cheminots ne nous ont été communiquées, enfin la façon de le calculer, qu'il n'y a que quelques mois. On a remporté Marseille-Nice en décembre 2021. Nous n'avions aucune idée des cotisations qui nous seraient appliquées. Ça fait quand même une énorme différence dans le risque économique que nous prenons sur ces appels d'offres. Voilà. Quelques exemples pour montrer effectivement qu'on a encore un peu de travail collectivement pour lever ces barrières à l'entrée. Juste petite incise, nous ne nous positionnons pas sur les SLO, donc sur le TGV et les dessertes librement organisées. Nous ne répondons que sur le conventionné, donc dans un cadre qui est donné par les régions. Merci. Je donne la parole à Mme Paola Baena. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et au sujet des coûts de l'infrastructure, comme on le disait avant, et je suis d'accord avec vous, la mobilité est vraiment un droit instrumental pour atteindre des autres droits fondamentaux. Et donc, il nécessite nécessairement de l'investissement de l'État. Et à notre avis, l'idée des revendications, des autofinancements des infrastructures, elle provoque un déficit structurel dans l'entretien des infrastructures. Et en fait, si on compare les niveaux d'investissement à l'infrastructure en France vis-à-vis de l'Espagne ou même plus récemment vis-à-vis de l'Italie ou l'Allemagne, on peut voir qu'il y a déjà un gap qui est significant. Et on a déjà parlé de ce côté-là. Et à notre avis, on connaît pas un modèle similaire comme ce que vous parlez. Et par contre, on est plutôt d'accord avec Marco quand il dit que c'est le développement du marché en concurrence qui peut nous donner des solutions plus efficaces au niveau des coûts d'offres et ça a augmenté de plus les barrières à l'entrée. C'est ça les choix qu'on a fait en Espagne. Et c'est pour ça qu'en Espagne, on ne répercute pas les coûts de l'infrastructure qu'on a déjà fait. Ce qu'on va faire dans les nouvelles concurrents, c'est qu'il est fait davantage pour, bien sûr, de rentrer dans les marchés, un marché qui, comme je disais avant, a moins de barrières d'entrée. Entre les possibles solutions, vous avez parlé de moduler les péages, c'est sûr, et je partage que la plupart des États européens qui font des investissements d'infrastructures grands à ce moment, ils utilisent bien sûr les fonds européens. Comme vous le savez, je le disais avant, et la connexion réelle, les réseaux TNT, c'est une priorité
et dans la nouvelle Commission européenne. Et pourtant, il y aura des fonds européens à utiliser et à demander là-bas. Et aussi, je vais mettre sous question aussi la séparation complète des SNCF voyageurs et SNCF réseau, comme on l'a fait en Espagne, et qui nous permettent bien de moduler l'investissement nécessaire sans imposer un coût additionnel aux concurrents et, comme je disais, une barrière à l'entrée à nouveau. Merci. Monsieur Fanichet. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la question, deux, trois questions que j'avais omis dans le premier tour. D'abord, la question essentielle que vous m'avez posée sur le service public et le TGV. D'abord, je l'ai dit dans mon propos introductif, SNCF Voyageurs n'est pas contre les territoires, mais SNCF Voyageurs fera toujours de l'aménagement du territoire. Je le redis très, très solennellement devant vous ce matin. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que le service librement organisé, c'est que le voyageur, la somme des voyageurs, doit couvrir l'ensemble des coûts de la production du train. Donc 100% de l'argent qui permet de faire rouler aujourd'hui entre 700 et 800 TGV tous les jours vient des voyageurs. Et d'ailleurs, c'est la question de la péréquation qui a été posée plutôt au travers de cela. Donc sans contribution publique. Et c'est le sujet de la péréquation qui, au travers de la question que vous avez relevée, Monsieur le Sénateur, a été posé. C'est-à-dire qu'au moment où nous faisons des dessertes bénéficiaires, nous faisons également des dessertes qui ne le sont pas. Et c'est aujourd'hui SNCF Voyageurs qui, entre guillemets, à qui on a confié, et je ne dis rien sur ce point-là, on a confié de dire, ben voilà, la desserte qui est bénéficiaire, prenons Paris-Lyon, et ce n'est pas un hasard qu'on soit sur Paris-Lyon, aujourd'hui va permettre de compenser d'autres dessertes. Donc c'est bien cela qu'il faut entendre dans le propos. Le TGV est payé à 100% par les utilisateurs. Par contraposé, dans le monde conventionné, le voyageur paye un quart de son titre de transport et les conseils régionaux, Île-de-France Mobilité ou l'État avec les trains intercités, compensent de 2 tiers à 3 quarts, ça dépend des lignes. Il y a des lignes d'ailleurs dans les régions qui sont équilibrées parce qu'il y a un nombre de voyageurs suffisant ou tout simplement la politique tarifaire des régions est complétée. Donc c'est bien cela dans les propos qu'il fallait revenir du président Farandou, c'est-à-dire le TGV, 100% de son coût est couvert par les voyageurs. Et je dirais même plus que 100% de son coût, puisque comme vous l'avez relevé, donc la péréquation qui permet de le faire. Donc le TGV bénéficiaire paye le TGV déficitaire. Mais par ailleurs, on fait un bénéfice supplémentaire que l'on redonne au groupe qui permet d'alimenter le fonds de concours et qui lui-même permet de régénérer le réseau. Et qui d'ailleurs, si je vais un tout petit peu plus loin, permet à tous les concurrents de la grande vitesse de bénéficier des bénéfices du prix des billets de TGV pour rouler en meilleure qualité. Donc pour moi, c'était un élément à compléter dans votre propos. Vous m'avez posé la deuxième question qui est les prix vont-ils baisser ? Si j'étais coquin, je dirais les prix baissent déjà. Puisque si je regarde sur les 5 dernières années, nous avons augmenté le prix du TGV de 8%, alors que dans le même temps, l'inflation est de 15%. Donc, bien évidemment, augmenter le prix est toujours difficile pour le pouvoir d'achat des Français. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité la mise en place d'un bouclier tarifaire. Et systématiquement, vous le voyez, nous n'augmentons jamais les prix au-dessus du coût de l'inflation générale. Alors que nous le savons tous, aujourd'hui, le coût du ferroviaire est quand même supérieur à un coût moyen de l'inflation sur ce sujet. Si je reviens à la question que vous m'avez posée également sur le service librement organisé et comment on peut travailler sur ce sujet, mais mes deux collègues de Trenitalia ou de Renfe ont répondu en particulier sur le coût des péages. C'est un sujet français, c'est-à-dire que c'est la politique publique qui a décidé de la façon dont le système ferroviaire était financé. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, le TGV, le voyageur, paye 100%. Le prix au kilomètre du train, c'est de l'ordre de 18 €. En Italie, et je laisse mon collègue de droite me le confirmer, c'est de l'ordre de 3 €. Et si je le fais au grand global, quand un voyageur prend un billet de train, supposons qu'il le paye 10 €, un billet de TGV, 4 € c'est pour le péage,
1 euro, c'est de la TVA, 5 euros, c'est de l'énergie électrique. Pour l'instant, l'opérateur que nous sommes, hein, les 3 que vous avez devant vous, n'a toujours pas gagné 1 euro. Il nous reste 25 euros dont nous avons absolument besoin pour acheter des trains, des TGV, construire des technicentres, avoir l'ensemble du matériel pour pouvoir maintenir nos trains, c'est ces 25 euros-là. Et nous avons une vingtaine d'euros qui nous permettent de payer l'ensemble de nos collaborateurs et nos différents investissements. Donc voilà la structure de coût. Donc effectivement, ce sujet, c'est un sujet qui n'appartient en tout cas à aucun des opérateurs de décider, et c'est un modèle qui peut être changé, modulé, vous l'avez rappelé, mais on se le dit, le ferroviaire a un coût et il faudra que ce coût soit compensé pour que des opérateurs arrivent sur ce sujet. Voilà moi les quelques points peut-être en rebond que j'avais omis de répondre dans ma première question, et je m'assure juste que j'en ai pas oublié d'autres, si vous me le permettez. Eurostar. Monsieur le sénateur, vous dites, est-ce que Eurostar va desservir de nouvelles villes parce qu'il va y avoir de nouveaux concurrents? Qu'elle desservait déjà, qu'elle ne dessert plus, pas de nouvelles villes. Calais et Lille. Alors aujourd'hui, d'abord, vous le savez, il y a des sujets de douane qui sont très importants et d'accès au train. Donc cela, moi, je suis les recommandations du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Donc si vous ne pouvez pas filtrer les voyageurs dans les gares précédents ou successives de ces différents points, je ne peux pas respecter les accords douaniers, donc je ne peux pas les desservir. Et moi, comme vous l'avez sollicité, je vais regarder tout autant si Evoline et Virgin desserviront et proposeront la desserte de ces gares-là. Aujourd'hui, c'est d'abord un sujet douanier avant tout. Alors, d'abord, je voulais saluer le ministre du Rouvray parce qu'il a mis le sujet au milieu de la table. Le sujet, c'est que concurrence ne peut pas se faire au détriment d'aménagement du territoire. C'est un peu son propos. Mais pour autant, ça pose la question de desserte déficitaire versus desserte bénéficiaire. Je pense que nous avons quelques mois, il avait dit avant l'été. Je pense qu'il y aura sans doute plusieurs solutions qui vont émerger. Je pense que la question de la modulation des péages peut participer à cette question. Le sujet de l'allotissement est pour moi un sujet différent, mais mes deux collègues de Trenitalia et Renfe l'ont dit. D'abord, c'est un sujet européen, mais c'est surtout un sujet qu'un TGV, c'est une flotte, et il faut pouvoir que cette flotte soit suffisamment libre pour pouvoir être à l'endroit où elle est le plus utile pour emporter le plus grand nombre de voyageurs. Et vous avez raison, monsieur le sénateur, de le rappeler, nous appelons de nos voeux qu'une réponse soit apportée à cette question, et elle ne nous appartient pas, mais on sera bien sûr force de proposition. Merci. La parole est à Hervé Gillet. Merci, monsieur le président. Je voudrais aborder, on va dire, principalement deux sujets sur l'ouverture à la concurrence de la ligne Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Sur cette ouverture, cette décision a été officialisée très récemment, donc le 28 janvier. Et donc la société Le Train bordelaise n'a pas été retenue, Renfe non plus, et c'est donc SNCF qui a été retenu pour un contrat qui démarrait donc en décembre 2026. Cette ligne devrait voir donc son nombre d'aller-retour passer de 4 à 5 par jour, avec un 6e trajet les vendredis et dimanches. Mais comme cela a été abordé, étant donné le fait que la défaillance du matériel roulant, nous le savons, sont la première cause de la suppression des trains, comment vous comptez augmenter la capacité de la ligne Nantes-Bordeaux avec un nombre de rames inchangé? Donc si vous pouvez m'apporter des éléments sur ce sujet, effectivement, ça m'intéresserait. Je voudrais m'intéresser maintenant à la ligne Paris-Bordeaux, au niveau de la ligne LGV et TGV. Aujourd'hui, on constate une saturation qui est dénoncée par l'ensemble des élus locaux, vous le savez. Une saturation qui est aussi due du fait qu'il y a moins de transport aérien aussi, et qu'il y a une forme de booking systématique avec une offre qui est insatisfaisante aujourd'hui. Et donc il y a une forme de colère qui est en train de s'exprimer, avec sans doute un nombre d'allers-retours insuffisants aujourd'hui et de matériel insuffisant. Est-ce que vous pouvez des éléments? Le YEL Management a donc créé une augmentation très significative des tarifs
à ce niveau-là, avec cette demande au niveau des usagers de plus en plus forte, et elle est effectivement constatée de manière non négligeable aujourd'hui. Quels éléments vous pouvez nous apporter pour améliorer cette situation? Et puis sur cette ligne, je m'adresse à l'ensemble des participants. Comment vous envisagez la concurrence sur la ligne Paris-Bordeaux, du fait de coûts de sillon qui sont particulièrement élevés avec l'ISEA? Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, si j'ai les chiffres de déficit jusqu'à 2021, il me manque les chiffres 2022-2023. Donc, monsieur le directeur général, si vous bien me les communiquez, peut-être pas dans cette séance, mais il m'intéresserait de savoir la rentabilité effectivement de cette ligne. Je l'ai déjà demandé, je vous fais confiance pour que vous puissiez me les communiquer. Merci, je donne la parole à Pierre-Jean Rochette. Merci, Président. Très rapidement, uniquement une question sur le transport régional. Quelle est, d'après vous, la taille idéale des lots? On voit aujourd'hui une ouverture à la concurrence. Si je prends l'exemple de ma région en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a décidé de lancer l'appel d'offres sur l'intégralité du département, de la région, on va dire plutôt Auvergne. Est-ce que ça vous paraît adapté, ou est-ce que vous préférez des appels d'offres à la ligne ou je dirais à un environnement de ligne? Je reviens sur ce que vous avez dit, Madame le cadre, des appels d'offres de 1000 pages, enfin, c'est complètement délirant. Et je me pose, c'est juste une réflexion, mais je me pose la question au-delà de tout ça, 1000 documents, qui a le temps de les lire derrière et qui a le temps de regarder sur le terrain concrètement au cours du contrat si tout est respecté? 1000 pages, oui. 1000 documents. 1000 documents. Oui, mais bon, c'est encore pire, 1000 documents. Qui a le temps de contrôler tout ça derrière dans l'application sur le terrain? Et puis pour terminer, donc, on a 4 opérateurs, 4 qui font des lignes longues et 2 qui font du transport régional. Est-ce que les 4 ont vocation à devenir des opérateurs régionaux en France? Et pensez-vous que certaines lignes actuellement fermées ont une chance d'être réouvertes dans des allotissements qui pourraient être faits de manière intelligente pour mettre du bon et du moins bon dans les lots pour que, effectivement, certaines dessertes retrouvent de la vigueur? Merci. Merci. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants de cette table ronde qui ont déjà abordé beaucoup de questions. Mais l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, la seule question, c'est est-ce que ça apporte une meilleure desserte pour nos usagers qui, en l'état, comme vous l'avez dit, Monsieur Fanichet, donc PDG d'SNCF Voyageurs, il y a une envie de train des Français, mais je peux témoigner l'inquiétude à la fois d'usagers et d'élus dans mon département de la Mayenne, dans le Grand Ouest. Une attente d'avoir davantage de trains, parce qu'en 10 ans, mais vous l'avez évoqué également, il y a une diminution significative du nombre de rames de TGV. Il y a aussi moins de dessertes en heure creuse vers la capitale. Et puis, pour ce qui concerne mon unique gare TGV, la gare de Laval, qui va perdre des liaisons directes vers la capitale en 25 et en 26, malgré une forte demande de mes concitoyens, que ce soit des particuliers ou des acteurs économiques. Donc la question, c'est voilà, cette ouverture à la concurrence, ça doit apporter de la mobilité pour tous, des TGV bien sûr, des TER. Vous avez indiqué que 91% des trains arrivent à l'heure, mais encore faut-il que les trains partent, surtout dans les départements où, comme le nôtre, on peut être sujet à des suppressions dues à des régulations au sein de la région. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dégradation de l'offre de mobilité. Ça, c'est un premier point. Et un autre sujet qui a été abordé par un certain nombre de collègues, c'est sur la tarification, un prix accessible à la fois pour les jeunes et notamment les familles. C'est important dans le contexte de besoin de mobilité. Donc c'était des points que je voulais rappeler. Et peut-être une dernière question, parce que je ne pense pas qu'elle ait été soulevée, sur le retour d'expérience des personnels sur le climat social suite à l'ouverture à la concurrence. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Alexandre Basquin. Merci, Monsieur le Président. Ce sera plus quelques réflexions, puisque mes collègues ont déjà posé une multitude de questions qui ont trouvé des réponses. Juste peut-être commencer par rappeler le premier paquet ferroviaire et la mise en concurrence du fret.
qui n'a, selon moi, pas eu que des effets positifs, puisque malgré la libéralisation, depuis la fin des années 70, la part modale du fret a été divisée par 5. Et ça interroge et interpelle, notamment sur cette question maintenant, du transport de voyageurs. Alors, on n'a pas forcément le recul nécessaire en France, évidemment, mais je voudrais m'appuyer et appuyer mon propos sur quelques expériences étrangères qui m'alertent et m'inquiètent. La privatisation du rail en Angleterre a eu pour conséquence l'explosion incontrôlée du prix du ticket, une hausse donc exponentielle de 117% en moyenne. En Italie, la privatisation a eu pour conséquence une suppression de 25% des effectifs. Et en Écosse et au Pays de Galles, Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, les opérateurs principaux sont redevenus publics à cause et suite à la défaillance des opérateurs privés. Tout cela appelle, selon moi, une vigilance accrue. Je voudrais rappeler aussi qu'en France, la mise en concurrence peut apparaître extrêmement complexe. On a d'un côté le service librement organisé, de l'autre les marchés conventionnés, le train d'équilibre de territoire, les TER pour ce qui concerne les régions avec des conventionnements. Il pourrait y avoir d'ailleurs autant de modalités de conventionnement qu'il y a de régions. Donc ça complexifie un peu les choses. On est bien loin d'ailleurs du choc de simplification, ce qui d'ailleurs amène à réfléchir à la régularité et à la continuité du service face demain à tant d'opérateurs. Par le passé, il y avait un opérateur public unique, évidemment, qui faisait du rail un bien commun. Aujourd'hui, avec l'ouverture à la concurrence, malheureusement, le rail peut vite devenir un outil capitalistique soumis à des logiques de rentabilité qui peut amener et soulever de nombreuses inquiétudes. Il y a eu quelques questions qui ont été soulevées. Je suis quand même interpellé sur la politique tarifaire. Je comprends les logiques de taux de remplissage. Vous êtes sur une logique tarifaire court-termiste aujourd'hui. Quelle sera cette logique et le maintien d'une politique tarifaire accessible sur le long terme? Je veux soulever aussi la question de la sécurité des usagers, la question du dumping social, parce que la libéralisation ne va-t-elle pas conforter une certaine logique de dumping social entre les concurrents? Vous avez soulevé quelques réponses, mais permettez-moi d'exprimer quelques inquiétudes. Et puis surtout, même si ça a été soulevé par mes prédécesseurs, sur le long terme, qu'en sera-t-il des lignes non rentables qui pourraient être laissées juste à SNCF Réseau au détriment des autres? La rentabilité amène à ce qu'on soit sur des logiques purement financières, ce qui m'inquiète au plus haut point. Et je voulais vraiment vous faire part de cette réflexion. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Michael Weber. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour cette belle table ronde. Moi, j'avais deux questions qui rejoignent un peu ce qui a été dit déjà par un certain nombre de collègues. C'est d'abord, pensez-vous vraiment que l'ouverture à la concurrence permettra la réouverture de lignes? Il y a le sujet effectivement du réseau et notamment cette appétence de nos concitoyens pour le transport ferré. De plus en plus, c'est des sujets autour de lignes qui pourraient être ouvertes. Moi, je suis par ailleurs conseiller régional du Grand Est et quelques lignes qui sont régulièrement évoquées. Pour ce qui nous concerne, c'est Nancy, Mirecourt, Vittel, Contact-Civil, par exemple. Donc, quelle est votre analyse de la situation et par ailleurs, quel équilibre financier sur des lignes qui sont aujourd'hui qualifiées de non rentables par l'opérateur public est-il quelle est votre analyse que vous faites notamment sur les concurrents et considérez-vous qu'il y a une erreur d'analyse entre l'opérateur public qui annonce un certain nombre de ces lignes comme non rentables et l'analyse qui pourrait être la vôtre quant à ces lignes en difficulté? Bien, il n'y a plus de demande de prise de parole? Oui, Marie-Claude. Oui, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Pour l'année 2023, la SNCF a dégagé un bénéfice de 1,3 milliard d'euros, ce qui constitue la 3e année consécutive dans le vert pour la société. L'ombre au tableau, c'est quand même j'y reviens, mais c'est quand même ce fameux fonds de concours. 60% de ce bénéfice est alloué à la gestion et aux réparations des infrastructures ferroviaires du réseau français. La SNCF est donc le seul et unique investisseur
à ce fonds de concours avec l'arrivée de la concurrence. Pensez-vous que ce soit équitable que les concurrents profitent donc de ces travaux assumés par la SNCF, et au regard de l'équité par rapport à la concurrence, pensez-vous que les choses puissent évoluer? Parce que ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. La SNCF a besoin d'investir avec son bénéfice voyageur. La SNCF a besoin d'investir pour renouveler ses rames, au bénéfice du service voyageur. Il n'est pas juste que les concurrents, les autres concurrents, ne participent pas eux aussi à ce fonds de concours. Merci. Monsieur Fanichet. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices. Au pas de course pour essayer de garder votre temps. Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, oui, on a le même nombre de rames. Oui, c'est 29% d'offres supplémentaires à la demande de l'autorité organisatrice. Hein. C'est la même chose sur Nice. C'est les autorités organisatrices qui définissent le plan de transport. Oui, c'est le même nombre de rames, mais on a par ailleurs la construction d'un atelier qui va nous permettre de gagner du temps et de la performance. Et par ailleurs, on a dans nos tablettes la façon d'opérer un peu différemment pour disponibiliser du parc et ajuster ces lignes. Paris-Bordeaux, vous m'avez interpellé sur la saturation de la ligne. Nous sommes bien d'accord sur ce sujet-là. Nous aimerions avoir plus de trains. Vous le savez, j'ai commandé 115 rames TGV à Alstom qui auraient dû arriver début 2024 et elles devraient maintenant arriver à la fin de l'année 2025 et donc opérante en 2026. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'envie de faire plus de trains qui me manque, c'est parce que je n'ai pas de train que je ne peux pas faire plus de dessertes. Et par ailleurs, c'est sur la desserte de Bordeaux, je voulais juste compléter ce point, nous allons rajouter 1,6 million de places en plus d'ici 2026. 1,6 million de places d'ici 2026. Et l'avion, je le rappelle, hein, la rotation d'avion, c'était 2000 places par jour qui circulaient en avion entre Paris et Bordeaux, là où SNCF Voyageurs en fait 45 000 par jour. Donc aujourd'hui, on va encore augmenter ces 45 000 places. Sur le sujet de la desserte, des tailles des lots, aujourd'hui, c'est les régions qui décident de la taille des lots. Nous, ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, les lots ont une consistance qui permet d'avoir un opérateur qui répondent avec généralement la construction d'un atelier, donc d'avoir un objet homogène qui permette une réponse claire, en tout cas à notre avis. Sur la question posée sur les dessertes de Laval, oui, vous avez raison, monsieur le sénateur, on a adapté l'offre de Laval, on a réduit de 5% cette offre. Je rappelle pour autant qu'il y a 14 allers-retours qui desservent Laval aujourd'hui, tous les jours, et que nous avons rajouté 2 allers-retours Ouigo, train classique, justement, en complément pour permettre à des ménages qui ont un pouvoir d'achat plus faible de pouvoir répondre à leurs questions de déplacement. Sur la question des lignes fines de dessert du territoire, c'est un sujet important. Je pense qu'il peut y avoir des réouvertures de lignes, mais c'est un sujet qui est abordé entre les régions et l'État, puisque généralement c'est des sujets d'infrastructure, d'investissement, de réhabilitation de lignes. Et vous pouvez compter sur SNCF Voyageurs, et je le redis ici solennellement, nous répondons à tous les appels d'offres d'exploitation ferroviaire, et vous aurez une offre systématiquement de SNCF Voyageurs. Mais comme le diraient mes collègues sur ma droite, c'est vrai que répondre à un appel d'offres, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est toujours difficile, mais nous sommes présents pour répondre à toutes ces questions. Voilà, Monsieur le Président, pour répondre très brièvement, mais peut-être que mes collègues. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Sur la question de la ligne Paris-Bordeaux, Lyon-Bordeaux, je veux souligner que Trenitalia-France, pour motivation industrielle, est concentré sur l'axe Paris vers le sud de la France, vers le sud-est. Parce que c'est important de concentrer l'activité industrielle sur un axe pour avoir un seul gare à Paris à desservir, pour avoir un seul établissement de maintenance. Et donc, aujourd'hui, Trenitalia France, il n'est pas intéressé à l'axe Paris-Bordeaux vers l'ouest de la France. La deuxième question sur
les effets de la concurrence, le dumping social. Je vous rassurer que, à mon avis, l'ouverture de la concurrence en France a été faite sans dumping social. Par exemple, Trenitalia-France a un niveau de rétribution, un niveau contractuel qui est exactement le même des SNCF, de l'opérateur historique. Et je pense que nous pouvons affirmer que la concurrence en France aujourd'hui est une concurrence mature parce qu'elle est faite d'entreprises qui ont les mêmes principes généraux de l'opérateur historique. Trenitalia est l'opérateur historique en Italie, Renfe est l'opérateur historique en Espagne. Et donc, les deux fondements des services ferroviaires sont la sécurité et la ponctualité. Et nous pouvons affirmer qu'après 3 années de concurrence, les niveaux de sécurité, mais aussi le niveau de ponctualité sur le réseau est maintenu. Et donc, je pense que nous pouvons dire que la concurrence, le niveau de la concurrence aujourd'hui est un niveau de concurrence mature et il n'est pas dumping. Merci. Oui, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre sur la taille des lots, alors effectivement, il faut que le lot permette d'avoir des moyens de maintenance dédiés. C'est le minimum, et donc on ne peut pas avoir un lot à par exemple, moins d'1 million de trains kilomètres, c'est pas forcément très pertinent, sauf sur des modèles qui sont assez spécifiques, sur des petites lignes, plutôt avec du train léger, enfin, voilà, des choses un peu différentes qui sortent un peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Pour autant, sur la taille des lots, s'ils sont trop gros, ils seront absolument inabordables par un concurrent. Et certains lots actuellement composés par les régions seront inabordables pour les concurrents. Mais j'ai envie de dire, peut-être ça se fait en connaissance de cause, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, vous ne retrouverez pas Transdev sur ces lots-là. Un lot à 12 millions de trains kilomètres, il faut être sérieux. Combien d'agents ça fait à transférer? Plus d'1 millier. Est-ce que quand on démarre une activité ferroviaire sur un marché, on transfère 1000 agents d'un coup, comme ça? Franchement, non. En tout cas, moi, je ne le ferai pas, quoi qu'il arrive. Je réponds pour moi, je ne réponds pas pour les autres, mais moi, je pense que ce n'est pas raisonnable de procéder de cette façon-là. Donc, si on veut de la concurrence, il faut des lots qui aient une taille qui soit accessible par une majorité d'entreprises. Et j'ai envie de dire, poser aussi la question à RATP Dev. Ils ne sont pas ici, mais je ne suis pas persuadée qu'ils se positionnent non plus, en fait. Donc, aujourd'hui, on en est là, et je pense que la taille des lots, elle est indispensable à dimensionner correctement pour que ce soit accessible et que ce soit socialement gérable. J'ai insisté sur la nécessité d'un dialogue social avec les agents. Sur Marseille-Nice, les 167 personnes qui devaient transférer, on les a reçus un par un, et certains plusieurs fois. Si on a 1000 agents à transférer en 16 mois, comment on fait pour recevoir 1000 agents et avoir le dialogue nécessaire pour leur expliquer ce qu'on va faire chez nous, les conditions de travail et les possibilités éventuellement d'évolution, etc. C'est pas possible. Voilà. Donc, réponse sur la taille des lots. Après, j'ai envie de dire, chacun prend les décisions pour lesquelles qu'il est habilité à prendre. En tout cas, ce sera la mienne. Après, on peut faire plein de choses. Il y a plein d'allotissements différents qui sont possibles. Et vous évoquiez la possibilité de réouvrir des lignes fermées du fait d'un allotissement qui le permettrait. Effectivement, si on prend l'exemple de Nancy-Contrexéville, c'est un allotissement assez particulier et expérimental, dont j'espère qu'on démontrera la pertinence, qui permet d'avoir dans un même lot, pour une petite ligne, facilement détachable du réseau ferré national, à la fois la remise en état de la ligne, la gestion de l'infrastructure dans la durée, la maintenance des matériels roulants et l'exploitation des services. Et le financement, dans ce cas-là en plus, de l'ensemble de l'opération.
ce ne sera pas faisable sur des lignes très fréquentées en plein milieu du réseau ferré national avec une multiplicité de circulations. D'abord, le droit ne le permet pas et je pense que ce ne serait pas opportun de le faire dans ces conditions-là. Donc, sur certaines petites lignes, effectivement, le modèle que nous sommes en train de construire avec la région Grand Est me semble pertinent. Mais on ne peut pas le décalquer partout de façon systématique et indifférenciée. Je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable également en la matière. Voilà pour ma part. Merci. Madame Paola Baena. Merci, Monsieur le Président. Je commence pour souligner qu'on est d'accord, comme fait au commentaire de Madame Le Cadre. Et on croit que le lotissement conséquent, c'est la meilleure manière. Vous me comprenez? Merci. Merci. Et pour favoriser la concurrence. Vous avez mentionné la récente décision et de la première appel à laquelle on a partagé. On veut dire, comme il était dit avant, qu'on a vu les progrès visibles dans l'appel à concurrence, surtout au niveau de l'information nécessaire. Mais quand même, comme ça est déjà souligné, il y a encore beaucoup de travail. Et on espère que l'évolution positive continue. Comme fait, on veut féliciter la France pour avoir mis en concurrence cette ligne qui était prévue, je pense, depuis 2019. On est content d'avoir participé avec une proposition de haute qualité et même si ce n'était pas choisi, parce qu'à la fin, c'est la meilleure façon de soutenir le modèle de concurrence que, comme je disais avant, c'est une priorité au niveau européen et pourtant pour nous aussi. Notre intention, c'est de continuer à évaluer les appels et je suis sûre qu'à un moment donné, on va être élu comme on l'a été en Italie la semaine passée avec un service de service public qui, à propos de votre question sur les lignes fermées, c'était des lignes fermées à Piémont, la région de Piémont, depuis 13 ans. Et la REFE a participé à l'appel au concours, on a gagné et on va recommencer la ligne depuis 13 ans. Et c'est des lignes petites qu'on peut appeler d'équilibre territorial. Ce n'est pas Milan, ce n'est pas Rome, c'est des petites lignes régionales. Et on est content d'être là et on va continuer à évaluer les propositions ici. Quand même, je crois qu'il est toujours intéressant de faire une évaluation des appels de temps en temps. Il y avait une évaluation faite, je pense qu'environ 2020, c'était peut-être très tôt, et qui a trouvé qu'il y avait encore des barrières pour avoir une vraie concurrence. Je pense que c'est nécessaire, pendant autant, aux mesures qu'il y a plus de résultats, d'évaluer et voir si, à la fin, le but d'agrandir la concurrence est atténué ou, par contre, c'est l'opérateur historique qui continue à servir les obligations de service public. Et je voulais faire juste un mot sur la rentabilité des services commerciaux. Et chez nous, en Espagne, on a aussi des services commerciaux qui sont profitables et ceux qui sont historiquement pas profitables du tout. Et bon, on essaie de travailler sur les principes de l'opération effective, la réduction des coûts, sans jamais conditionner la qualité des services ou les droits à la mobilité. Mais c'est vrai que les fonds de concours que vous avez choisi ici comme modèle, c'est vraiment très particulier en France. Et comme je disais avant, ce n'est pas pareil dans aucun pays qui fait des grands investissements sur l'infrastructure, même pour les concurrents comme Ouigo, qui, au train italien, et qui ont déjà en Espagne et qui paient des péages, mais des péages pour l'utilisation et pas pour l'investissement. Comme je disais avant, il y a plusieurs façons de valoriser et d'avoir une évaluation précise des plans d'investissement au futur, puisque c'est une vision européenne et pas seulement française.
Et peut-être ça passe, comme je disais avant, et je vais insister, pour la séparation des SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, qui aussi pose des questions d'indépendance dans de plusieurs affaires, comme par exemple l'homologation des matériels. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais saluer la qualité des réponses de nos intervenants, vous remercier, saluer effectivement l'initiative, parce que cette initiative, s'il y a eu cette table ronde, elle a été prise par notre collègue Philippe Tabarot, que je tiens effectivement à remercier d'avoir fait cette initiative. Pour répondre à notre collègue Franck Dersin, sur cette table ronde, il y aura une deuxième table ronde. Donc nous inviterons également d'autres personnes. Je crois que la qualité d'une table ronde ne se compte pas au nombre de personnes qui sont autour de la table, mais je crois aux personnes qui effectivement nous font l'amabilité de répondre à notre invitation.